Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Un joyeux Noël en retard à tout le monde, si vous nous écoutez, et puis peut-être bonne année si vous nous écoutez après le 31, pas sûr, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. On est lundi, on enregistre lundi comme d'habitude, pas de vacances pour nous. J'espère que vous avez eu l'occasion de profiter des fêtes, de profiter de Noël, de profiter de votre proche si vous en avez, si vous avez eu cette occasion-là, de profiter de la NFL, surtout parce que la NFL ne s'arrête pas, je l'ai dit. Il y a eu des matchs à Noël, il y a eu des matchs vendredi aussi, samedi, surtout samedi. Déjà, si vous avez manqué le podcast ou le débrief, si vous cherchez le débrief de ces matchs-là, vous pouvez le retrouver dans le fauteuil notamment ou dans vos applis de podcast, bien entendu. Nous, aujourd'hui, comme d'habitude, on va débriefer de trois rencontres, les trois matchs qu'on a isolés pour ce dimanche. On va parler de trois belles choses dans cette semaine 17, déjà l'avant-dernière semaine de saison régulière. Et pour cela, je suis avec Victor Roulier, qui est un habitué du lundi. Comment ça va, Victor? Eh bien, bonjour Lucas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, écoute, Noël, Nouvel An, etc. On est là le lundi, quoi qu'il arrive, et on répond présent encore pour une très belle semaine de NFL qui nous a fait vibrer. Oui, tu l'as dit, j'ai déjà joyeux Noël, Victor, en retard aussi, même si on a eu l'occasion de se parler. Ravi d'être là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses nous ont fait vibrer. On s'était parlé un petit peu avant, on a défini les trois matchs dont on va parler aujourd'hui. On va parler de ce Bills-Eagles qui est un gros match forcément entre deux équipes qui prétendent à beaucoup dans cette saison NFL. On va parler de la défaite surprise des Steelers qui relancent l'AFC Nord dans cette division. Mais je te propose qu'on commence cet épisode 966 du podcast Jeanne Actu par un Sunday Night Football qui était de haute volée. On l'a dit juste avant de commencer, c'était un énorme match quand même, hein. Ah bah oui, alors si vous aimez les défenses, c'est peut-être pas le match que vous voulez voir, mais alors pour un supporter neutre, c'était absolument incroyable, c'était un feu d'artifice. Écoute, je suis allé me prendre un café, j'ai loupé deux touchdowns. Voilà, on en est là, hein, évidemment, dans ce match-là. J'exagère à peine, mais en tout cas, ça a été vraiment, oui, un feu d'artifice. La conclusion parfaite de cette semaine, pas exactement conclusion, parce qu'il reste un match entre les Rams et les Falcons, mais la conclusion parfaite de ce dimanche, en tout cas. Oui, on parle bien du match entre les 49ers et les Bears qui s'est terminé, écoutez bien, par un 42-38, comme tu l'as dit. C'était un match extrêmement offensif. Les 49ers se sont imposés 42-38 grâce notamment à 5 touchdowns de Brock Purdy. Il en a lancé 3, il en a gagné, en tout cas, il a marqué 2 touchdowns au sol. Les deux équipes ont dépassé les 440 yards. On a vu 10 touchdowns, tu l'as dit, 80 points inscrits, si vous avez fait le calcul. Mais paradoxalement, c'est un match qui a commencé par de la défense avec un pick six des Bears et qui surtout s'est terminé par de la défense avec des 49ers qui ont défendu dans leur zone rouge, dans leurs 20 derniers yards, en toute fin de match, pour empêcher Chicago de s'imposer, justement. Les Bears qui ont eu le drive de la gagne, qui sont arrivés jusque dans les 20 derniers yards, les 15 derniers yards même des 49ers pour s'imposer en toute fin de match, mais ils ne l'ont pas fait. On va pouvoir débattre de la qualité des défenses, on va en parler, mais j'ai l'impression qu'on a quand même vu un match quasiment de play-off, là, offensif certes, mais match de play-off. Oui, 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 match de playoff avec beaucoup de bonnes nouvelles des deux côtés. Un Purdy qui est de retour, hein, 10 touchdowns en deux matchs, enfin, on peut pas en demander beaucoup plus. Un Shanahan qui continue à faire des miracles avec ce qu'il a, on va y revenir. Et de l'autre côté, un Caleb Williams qui prouve semaine après semaine qu'il est l'avenir de Chicago. Et peut-être, si tout va bien, l'avenir de la ligue. En tout cas, il a le potentiel de devenir un top quarterback. Donc, grand coaching, grand quarterback, grandes attaques. Écoute, franchement, si on a ça en playoff, on sera plus qu'heureux. Clairement. Et petite statistique, pour la première fois de l'histoire en NFL, on a eu une égalité à 7-7, à 14-14, à 21-21, à 28-28 et 35-35. Quand on vous dit que ce match était serré, c'est que c'était vraiment du mano à mano. À chaque fois, c'est souvent les Bears qui revenaient, même si c'est eux qui ont pris le score, mais souvent c'est les Bears qui revenaient. Ils ont pris le score en fin de match aussi, mais les 49ers se sont repassés devant. Tu l'as dit, on va parler de cette attaque des 49ers, honneur à la victoire, honneur aux vainqueurs surtout. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit quand même qu'avec les blessures et avec la composition de cette défense, c'est plus la défense des 49ers qui va porter cette équipe, c'est certainement l'attaque qui va devoir le porter. Et force est de constater que l'attaque le fait, notamment depuis le retour de Brock Purdy. Tu l'as dit, 10 touchdowns en deux matchs. On a un Christian McCaffrey qui est aussi toujours au top. On a l'impression que quand ils jouent comme ça, ils peuvent mettre quasiment 40 points à toutes les défenses, surtout en NFC.
Oui, et c'est d'autant plus remarquable, à mon avis, que bon, on s'est concentré sur les blessures de Boza et Warner en défense. Mais en attaque, le receveur numéro un, Brandon Ayuk, on l'a pas vu de la saison, on va pas revenir sur cet épisode-là. Ricky Persaud, il a loupé la majorité de la saison. George Kittle était pas là. La ligne offensive est quand même moins bonne que les années d'avant, mais, et même quand Purdy était pas là, Mac Jones était à un très bon niveau. Donc à un moment, il n'y a pas de hasard, c'est le coaching, c'est Shanahan est capable de transformer le plomb en or. Et c'est quand même formidable. Un jour, il faudrait quand même qu'il ait une bague, il le mériterait vu la carrière qu'il a eue. Et on le voit, semaine après semaine, il trouve les solutions. On avait, alors je sais pas comment je vais sûrement écorcher son nom, mais Tangis ou je sais pas comment on prononce. On avait l'impression que c'était George Kittle. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression que cette attaque trouve des solutions. Et c'est vrai que pour le coup, bah, j'ai trouvé que Brock Purdy, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Je dis Mac Jones était lui aussi très bon, quand même pas à ce niveau-là. C'était assez fou. Oui, parce que tu l'as dit, Mac Jones, grâce à Shanahan notamment, il trouvait des solutions. Mais c'est vrai que Purdy, on le voit là, il finit à 24 sur 33, 303 yards, donc 3 touchdowns. Il y a cette interception en début de match, certes, qui fait un peu tâche, mais il s'est bien rattrapé pour le coup. Et puis surtout, il y a 28 yards au sol, 2 touchdowns. On le sait, Purdy, et c'est peut-être ça la grosse différence aussi avec Mac Jones, c'est qu'il a cette capacité, c'est pas son point fort, le principal, mais il a cette capacité à sortir de cette poche, à trouver des solutions. Il n'a pas été beaucoup mis sous pression dans ce match-là, mais le peu de fois où il l'a été, il trouve des solutions au sol. Et ça apporte une dimension à cette attaque qui est supplémentaire. Tu l'as dit, super bien coaché par Kyle Shanahan. Et ça fait une attaque qui marque énormément de points et qui est, j'étais en train de réfléchir, mais en tout cas, l'une des meilleures attaques de la ligue sur cette fin de saison. C'est à peu près sûr ça. Ah oui, 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 incontestablement. Alors évidemment, l'éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé, mais parce que c'est tellement évident qu'il soit bon chaque semaine, c'est Christian McCaffrey, qui est la base de cette attaque. Évidemment, coureur exceptionnel, receveur exceptionnel. À mon avis, il fait même la cuisine à la cantine et il repasse ses chemises. Enfin, il fait tout dans cette équipe. Mais c'est vrai que Brock Purdy, oui, c'est un quarterback mobile parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, les quarterbacks qui ne sont pas mobiles, en tout cas chez les jeunes joueurs. Mais il y a un côté, voilà, c'est pas un grand coureur, mais il est intelligent. Il va aller gagner les 3 4 yards qui vont te donner la première tentative ou qui vont te donner de touchdown. C'est vraiment intelligent, c'est beau. Et c'est vrai que Purdy, ça fait quand même 1 an et demi qu'il galère. Il n'a pas été aidé par le physique, puisqu'il a accumulé les blessures. C'est pas toute sa faute. Mais là, on a l'impression qu'il revient à haut niveau au meilleur moment, au point de réussir à offrir quand même la semaine prochaine un match pour la première place de conférence. On parle d'une équipe qui a eu la moitié de ses titulaires blessés pendant la saison. C'est fabuleux. Et honnêtement, on a l'impression que ils ont leur pic, comme on dirait les Américains, enfin leur sommet de performance au meilleur moment. Oui, clairement, clairement. Et tu l'as dit, c'est vrai que je voulais en parler en fin de débrief de ce match-là, mais c'est vrai que la semaine prochaine, il y a un match face aux Seahawks. Ce sera la réception des Seahawks et une victoire de cette équipe des 49ers leur assurerait le titre de la division, leur assurerait potentiellement aussi très probablement le titre, en tout cas la semaine de repos du côté de la NFC. Et ça leur permettrait de jouer à domicile jusqu'à la fin de ces playoffs, parce qu'on le rappelle, le Super Bowl est à San Francisco aussi, donc avec en tout cas la possibilité de jouer à domicile sur tous les matchs-là. Donc c'est vrai que c'est plutôt alléchant pour eux. Cette défense, tout de même, pour terminer sur les 49ers, cette défense, je l'ai dit, elle prend plus de 440 yards dans ce match-là, elle prend 38 points. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est inquiétant? En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être les ralentir, en tout cas les empêcher d'aller aussi haut qu'ils le veulent, ou tu penses que l'attaque peut à chaque fois surmonter cette défense qui tient quand il le faut à la fin, si on a envie de dire. Je suis un peu circonspect parce que dans l'histoire, en général, on voit parfois des bonnes défenses qui portent des mauvaises attaques, des bonnes attaques qui portent des mauvaises défenses. Ça arrive rarement et les fois où c'est arrivé, au Super Bowl, ça a été cagade. Donc je suis un peu circonspect là-dessus. J'ai peur que ça leur coûte les playoffs à un moment. Encore une fois, c'est pas que de leur faute parce que on l'a dit. Je veux dire, il y a eu des blessures de joueurs clés, mais ça reste la pire équipe de la ligue en termes de pass rush statistiquement. Ça va mieux ces dernières semaines, mais ça reste très mauvais.
et ça manque peut-être de stars au poste de cornerback ou de edge rusher. Donc j'ai peur malheureusement qu'à un moment ça leur coûte en playoff et ça soit la raison de leur élimination. Alors s'ils arrivent à surmonter ça jusqu'à aller gagner le titre, bon bah là, faudra faire une statue devant le stade à Kyle Shanahan. Sachant qu'il y a des rumeurs, en tout cas des informations, comme quoi Fred Warner n'est pas forcément out sur toute la saison et pourrait éventuellement revenir au milieu de playoff. On sait, c'est toujours Ouais, mais compliqué. dans quel Voilà. état? Voilà. Bon, voilà. On a connu des joueurs, notamment du côté des Panthers, se jouer avec des bras cassés 2 semaines avant et qui ont joué quand même, on s'en rappelle, mais des linebackers d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on verra dans quel état et on verra. Alors c'est peut-être plus pour donner de l'espoir aussi à sa défense là, mais en tout cas. C'est vrai que la semaine prochaine sera un gros match pour les 49ers. Pour les Bears, ils sont encore dans le match face à une très grosse écurie. On le voit qu'offensivement, ils appartiennent à ce monde-là, entre guillemets, hein. Ça y est, face à des grosses équipes, ils arrivent à suivre le rythme. En même temps, cette défense-là, elle a pris beaucoup de points. Est-ce que pour toi, c'est rassurant en se disant que ben, face à des grosses équipes de playoff, des matchs en playoff, ils peuvent tenir et ils peuvent aller gagner ce match-là potentiellement à la fin? Ou au contraire, tu te dis, bah, justement, ils n'y arrivent pas, il manque encore quelque chose quand il y aura ce gros match en playoff, en wild card ou en divisional round, il va manquer quelque chose encore pour une équipe qui manque d'expérience entre le quarterback, le coach et tout ça. Comment tu analyses cette équipe des Bears au regard de ce match-là? Je pense que les Bears, ils vont arriver en playoff sans pression parce qu'ils ont beau être tête de série numéro 2. Encore que, attention, il faut gagner les derniers matchs, sinon les Eagles peuvent passer devant. Mais en soi, ils ont rien à perdre. Et on savait avant le début de la saison que défensivement, ils avaient un effectif très limité et que ça va prendre du temps de construire cet effectif. Ils continuent de montrer que, en effet, ils appartiennent à ce monde. C'était objectif numéro un. L'attaque et Caleb Williams tournent. C'était objectif numéro 2. La défense, j'ai envie de dire, ça sera le chantier des années d'après. Même constat que pour San Francisco, ça leur coûtera sûrement en playoff à un moment. Mais je pense que c'est moins grave pour eux parce que la fenêtre, elle vient de s'ouvrir. Là où San Francisco, la question, c'est est-ce que la fenêtre va se refermer à un moment. Malgré tout, ce que je trouve formidable, c'est à quel point ils trouvent des ressources. Odunze n'est pas là. DJ Moore, une réception. Tu te dis, ça va être compliqué pour eux. Non, non. On a Coston Overland à 94 yards et on a Luther Burden à 138 yards. Je veux dire qu'ils sont deux très jeunes joueurs. Ils arrivent à trouver encore et toujours des ressources pour faire mieux, pour se développer. Et encore une fois, pour moi, la grande réussite de la saison, c'est qu'ils ont trouvé leur coach et qu'ils ont trouvé leur quarterback, entre guillemets, parce que on avait des questions à propos de Caleb Williams après la première saison. Je pense que cette année, il n'y a plus de questions. C'est un top quarterback. Clairement, et puis c'est vrai que ce coach-là est arrivé avec l'objectif principal de montrer de la progression pour le numéro un de la draft, Caleb Williams, l'ancien numéro un de la draft. Et c'est vrai que c'est chose faite. Ils sont à 11 victoires, 5 défaites. Avec une victoire la semaine prochaine, ils pourraient s'assurer, tu l'as dit, en tout cas, ils s'assuraient avec une victoire, ça c'est sûr, le deuxième seed, la deuxième tête de série de cette NFL. Ils peuvent plus viser la semaine de repos, mais ce serait vraiment une belle chose pour une équipe qui, on le rappelle, était exsangue l'an passé. Ils jouent face aux Lions à domicile. Pour les 49ers, c'est vrai que l'écart peut être immense en tout cas, parce que les 49ers, ils peuvent être soit potentiels premiers de la NFC avec une semaine de repos, mais ils peuvent aussi très bien terminer sixième de leur Hmm. de sixième tête de série et donc aller à l'extérieur, aller potentiellement jouer face à des Eagles, aller potentiellement jouer face à d'autres équipes. Donc c'est vrai que c'est un bel enjeu pour eux. Tout n'est pas fait encore. Ils sont sur une belle dynamique, tu l'as dit, mais c'est un bel enjeu. Moi, pour terminer sur les Bears, je trouve que c'est vrai que cette défense-là, elle doit progresser quand elle n'arrive pas à provoquer des pertes de balles. Là, elle le fait et elle marque 7 points dès le début du match. Mais derrière, c'est un peu plus compliqué parce que Brock Purdy ne perd plus de ballon. Et quand elle n'arrive pas à provoquer des pertes de balles, ben, c'est vrai qu'elle est un petit peu en dessous par rapport à des grosses Ouais. défenses. Et ça va être peut-être, comme tu l'as dit, l'objet d'une progression future. Maintenant, ils seront en playoff, donc à voir ce qu'ils font en playoff. Et ils seront embêtants, en tout cas l'équipe qui va tomber contre eux, surtout si c'est à Chicago, ça va être embêtant pour cette équipe-là. Ça peut être un Bears Packers, par exemple, en playoff. On aura l'occasion de décrypter tout ça sur le preview, mais ça va être plutôt sympa. On passe
aux Eagles, tu le disais, et qui ont affronté les Bills, c'était à Buffalo. Les Bills ont terminé avec 12 points, les Eagles ont terminé avec 13 points. C'est un match qui s'est joué sur la dernière action. Buffalo venait de rattraper un retard de 13 points dans le quatrième quart-temps. Ils avaient l'opportunité de prendre l'extra point, de confirmer ce touchdown par un point et d'égaliser, donc de faire 13-13. Mais ils ont décidé de tenter la conversion à 2 points pour gagner le match. Josh Allen manque Khalil Shakir, alors qu'il était plutôt ouvert dans cette end zone. Ça donne la victoire aux Eagles finalement, qui n'en demandaient pas tant. Ils avaient inscrit un touchdown et 2 field goals en première période. Et puis après, ils ont tenu grâce à leur défense, parce que l'attaque a complètement été absente en deuxième période. Déjà, avant de commencer sur ce match-là, la décision de tenter cette conversion à 2 points, pour toi, tu la valides? Tu serais allé en prolongation avec l'extra point, ou pour toi, il faut aller tenter de gagner ce match sur une action? Non, moi, ça me choque pas de tenter de gagner le match. En plus, est-ce que tu as envie d'aller en prolongation dans cette météo qui était un peu dégueu, où tes joueurs peuvent se blesser à chaque action? Est-ce que vraiment, pour potentiellement gagner un seed en playoff, tu as envie de prendre le risque de blesser une de tes stars? Non, à un moment, il fallait que ça s'arrête. Moi, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ils ont fait le bon call. C'est juste une passe manquée de Josh Allen. Ça arrive. Et c'est pas la fin du monde. De toute façon, la division, ils l'avaient pas. Donc, ça, non, non, ça me choque pas d'avoir voulu que ce match s'arrête. Ce qui était sûrement la meilleure décision pour les organismes. On le rappelle, ils ont cette occasion d'égaliser ou de gagner la conversion à 2 points, parce que il manque le field goal, en tout cas l'extra point du touchdown précédent. C'est un extra point qui Hmm. est bloqué par Jalen Carter, qui fait qu'ils n'ont que 6 points au lieu de 7. C'est vrai qu'avec Oui. 2 touchdowns et des extra points, ils auraient gagné ce match-là. Avec des si, on peut refaire le match. On va commencer par les vainqueurs pour analyser ce match-là. Comme je le disais tout à l'heure, les Eagles, qui déjà ne peuvent pas tomber plus bas que la troisième tête de série, hein. Ils ne peuvent plus être en dessous de la troisième tête de série. Donc ça, c'est déjà validé. Ils gagnent à l'extérieur face à une grosse équipe quand même, dans des conditions compliquées. Tu l'as dit, il pleuvait Mhm. énormément. Mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant quand même, notamment offensivement? Je vais donner les statistiques, mais il n'y a aucune passe complétée en deuxième période. Il n'y a qu'un seul first down, et il y a en deuxième période 17 yards de gagné. Ça gagne le match, certes, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de s'attarder un petit peu sur ça. Oui, l'attaque est à l'image de ce qu'elle a fait toute la saison, inconstante. On l'avait vu jouer une mi-temps contre les Rams, jouer une mi-temps sur d'autres matchs. Et là, bah, en fait, on a une première mi-temps qui est potentiellement la meilleure première mi-temps offensive des Eagles cette année. Ils étaient dominants au sol, dominants dans les airs, ils contrôlent l'horloge, etc. Tu te dis, waouh, on a retrouvé les Eagles champions en titre de l'année dernière. Après 2 victoires, ils se sont remis à tête à endroit, tout va bien, etc. Et patatras, plus rien, encéphalogramme plat durant toute la seconde mi-temps. Waouh! Oui, ça reste inquiétant. Ça reste inquiétant parce que tu pourras pas te permettre en playoff de faire 17 yards en une mi-temps. Donc, le problème, il est toujours le même. Cette attaque, bah, le talent, elle l'a, hein, puisque littéralement, c'est 10 des 11 joueurs qui sont sur le terrain. C'était la meilleure attaque de la NFL l'année dernière. Donc, le potentiel, il est là, il n'y a pas de problème. Mais on a des joueurs qui jouent pas à leur niveau, notamment la ligne offensive intérieure, Jürgens, Dickerson, Steen, qui est catastrophique, ce qui fait que Barclay se fait contacter une fois sur trois avant la ligne d'engagement. Et on l'a vu l'année dernière, la base de l'attaque des Eagles l'année dernière, c'était pas Jalen Hurts, c'était pas les grandes passes, c'était pas tout ça. C'était le jeu de course. Et ce jeu de course, il est annihilé par une ligne offensive intérieure qui est catastrophique. Et du coup, bah, ça demande à Jalen Hurts d'en faire plus. En première mi-temps, ça passe. En deuxième mi-temps, ça passe plus. En plus, là, pas aidé par des conditions assez terribles. Mais on le voit, même lui, il est sous pression au bout d'une seconde à chaque fois. Donc pour moi, là, c'est facile de tomber sur Jalen Hurts, sur A.J. Brown, sur Saquon Barkley. Pour moi, la vraie différence avec l'année dernière, c'est que la ligne offensive n'est pas au niveau. Le retour de Lane Johnson fera du bien, c'est vrai. Euh, on sait que cette équipe, elle n'est pas la même quand Lane Johnson est là. Malgré tout, même quand Lane Johnson était là, il y avait les mêmes problèmes, des problèmes qui vont pas disparaître en playoff. Donc oui, ça devient inquiétant. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que c'est une équipe qui est quand même une habituée de faire une mi-temps par match.
Ça passe Ouais, souvent, ouais. pour le coup. Je veux dire que la mi-temps, elle est quand même de très haut niveau, hein. Tu l'as dit, ça reste une équipe championne en titre avec énormément de talent. Mais c'est vrai qu'on les avait vus face aux Rams, notamment. Il y a d'autres exemples dans cette saison où ils font soit la première mi-temps, soit la deuxième période. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce que tu l'as dit aussi, en playoff, ça ne passera pas. En tout cas, ça ne passera pas 3 fois, voire 4 fois, pour aller gagner de nouveau un titre. C'est l'objectif des Eagles. Heureusement que cette défense, elle est pour le coup extrêmement solide. Elle ne prend aucun point sur les 55 premières minutes. Elle craque un petit peu à la fin, mais on a en face le MVP Ouais, en mais titre. Elle arrive à mettre énormément de pression sur Josh Allen. Il est saqué 4 fois. Il y a le retour de Jalen Carter qui fait énormément de bien. C'est lui qui bloque l'extra point, justement, dont on parlait tout à l'heure. Il y a un Hunt qui est à 2 sacs, 3 QB hits. Elle arrive à mettre la pression sans blitzer aussi. Ça, c'est très important dans cette capacité derrière à pouvoir avoir une défense bien en place. Ça, c'est quand même le très bon point face à une équipe de Buffalo qui a été réduite à uniquement 12 points et qui est quand même une attaque normalement qui marque énormément de points. bah écoute, depuis la semaine 10, c'est littéralement la meilleure défense de NFL, 14,5 points encaissés par match. Ils ont pris moins de 13 points face aux Bills, face aux Packers, face aux Lions. Enfin, c'est incroyable. Tu dis ils craquent en fin de match, mais en même temps, comme l'attaque fait que des three and out, il y a un moment, ils sont sur le terrain constamment. Donc, c'est normal que physiquement, tu tiennes plus à la fin, quoi. C'est impossible humainement de tenir. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Cette escouade est absolument incroyable. On rappelle quand même qu'en termes de salaire, c'est la 31e défense de la ligue, c'est-à-dire que c'est la défense qui coûte quasiment le moins cher de cette ligue. Bon, faut dire, il y a beaucoup de joueurs en contrat rookie, ça aide, certes. Mais Vic Fangio fait des miracles. Et aujourd'hui, si les Eagles sont en playoff, si les Eagles en sont là, c'est quasi uniquement grâce à cette défense qui est absolument phénoménale. Depuis la semaine 10, ils sont au-dessus des Texans, des Broncos ou même des Seahawks. Ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement, c'est une meilleure défense. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'ils sont dans ce monde-là en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle les Eagles vont aller en playoff avec la tête de série 2 ou 3 selon ce qui se passe en dernière semaine. J'allais dire, on va voir ce qui se passe cette saison, mais Vic Fangio, il faudrait peut-être penser à peut-être lui faire une statue du côté de Philadelphie, parce que, en tout cas, la saison Ouais. qu'il propose grâce à cette défense-là, qui, tu l'as dit, n'est pas faite d'énormes stars, en tout cas d'énormes salaires, est plutôt très intéressante. De l'autre côté, on avait un Josh Allen qui était un peu blessé au pied. On le rappelle, la semaine dernière, il a été blessé, et j'ai trouvé, je sais pas ce que tu en penses, que, en tout cas, visuellement, je ne l'ai pas trouvé aussi explosif que d'habitude. Alors, certes, il marque 2 touchdowns au sol, mais il y en a un, c'est sur un touche-push, on va dire, quasiment. En tout cas, il passe par-dessus sa ligne offensive alors qu'il est à 1 yard de la ligne. Il a bougé quand même, il a gagné 27 yards, mais je trouve que l'impression visuelle est pas exceptionnelle. Et puis surtout, on a retrouvé des Bills qui se reposent sur des exploits individuels de leur quarterback. Quand le quarterback n'est pas non plus à 100% physiquement, ça donne un match où malheureusement, ils ont démarré beaucoup, beaucoup trop tard. Et ils sont certes à une action de la victoire, mais ils finissent par perdre ce match quand même. Oui, oui, je suis un peu comme toi. J'ai pas envie de tomber sur Josh Allen parce qu'il était très clairement gêné. On voyait qu'il était pas à 100%. Après, la question qui va se poser, c'est à quel point il va être gêné encore en playoff. Est-ce que ça va guérir il y a, à mon avis, il y a une vraie question de est-ce qu'on ne le fait pas reposer la semaine prochaine, tu vois, par exemple. Parce que oui, c'est un peu à l'image d'un Lamar Jackson qu'on a vu cette saison. On sentait que voilà, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était compliqué. En plus, encore une fois, les conditions n'étaient pas extraordinaires. James Cook était pas aussi décisif qu'il a pu l'être cette saison par ailleurs. Donc oui, on n'a pas vu un bon Josh Allen. On n'a pas vu un Josh Allen catastrophique non plus, faut pas exagérer. Mais je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Et puis tu l'as dit, ces Bills-là n'ont plus énormément à jouer. Ils sont qualifiés en playoff, ça c'est sûr. Il y a certes du seeding, hein, de la tête de série à aller chercher. On a vu les Chargers perdre. Il y a 3 équipes notamment qui sont à égalité. Il faudra définir tout ça dès la semaine prochaine pour la dernière semaine. Mais c'est vrai que est-ce qu'on ne reposerait pas Josh Allen parce que est-ce qu'il y a une grosse différence entre finir 5e, 6e, 7e? On sera sur un match à l'extérieur quoi qu'il arrive. Toujours difficile d'imaginer qui on va aller chercher. Puis toujours un peu aussi compliqué et dangereux d'imaginer on veut aller jouer contre cette équipe-là et puis on va là-bas et puis finalement on se fait éliminer. Donc peut-être ouais, penser on va dire à la santé des joueurs et notamment à Josh Allen, à voir à quel point il est gêné. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé gêné sur ce match-là.
Les Bills recevront les Jets la semaine prochaine. Les Eagles recevront les Commanders aussi, avec voilà, la possibilité peut-être de profiter d'un éventuel faux pas des Bears. On l'a dit, ils ne pourront pas être en dessous de la troisième tête de série en NFC pour ce qui est des Eagles. On passe à peut-être la plus grande surprise de cette semaine, en tout cas une grosse surprise. On ne s'y attendait pas forcément. Les Browns ont battu les Steelers 13-6. Des Steelers qui pensaient être dans une, en tout cas qu'on pensait être dans une grande forme depuis quelques semaines. Et puis les Browns ont gagné grâce notamment à leur défense, hein, on a l'habitude. Ils ont marqué 10 points dans le premier quart-temps. Et puis ils se sont remis à leur escouade défensive qui n'a encaissé que 2 field goals. Depuis tout à l'heure, je dis honneur aux vainqueurs. Mais là, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, on va parler des perdants parce que Bien ce sont sûr. eux qui nous intéressent forcément. Que s'est-il passé pour des Steelers qui, on l'a dit, ça fait quand même plusieurs matchs qui gagnent et qui gagnent de manière convaincante. Là, on ne les a pas retrouvés. En tout cas, on était loin de retrouver des Steelers de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Oui, performance assez incompréhensible. Alors oui, Metcalf n'était pas là, mais ça explique pas tout. Paradoxalement, le jeu de course marchait bien. Il y a 24 courses pour 131 yards. Ils n'ont pas insisté là-dessus. Ils ont été obligés forcément au moment où ils commençaient à courir après le score à lancer beaucoup. Et on a vraiment vu une équipe, alors sous pression, ok, sans envie, avec un Rodgers pas forcément incroyable et avec un play call plus que discutable. Parce qu'on avait l'impression que ça envoyait des 50-50 en se disant bah pourquoi pas. Sauf que je veux pas faire injure à nos amis Scotty Miller et Marcus Valdes-Scantling, mais il y a un moment, bon, c'est peut-être pas aujourd'hui en 2025 les ressources principales pour tenter des 50-50. C'est pas Edgy Brown, c'est pas DK Metcalf. On a l'impression que vraiment ils ont pris Marcus Valdes-Scantling, ils ont dit non non mais on va en faire Metcalf, on va lancer les mêmes actions pour Metcalf. Sauf que ouais mais c'est pas le même joueur en fait. Et on a l'impression que tout le monde est passé à côté du match. Coach, quarterback, ligne, receveur. Et c'est vrai, hein, tu l'as dit, il y a notamment cette action, en tout cas ce drive en fin de rencontre où les Steelers peuvent éventuellement égaliser dans ce match-là. Et Rodgers lance 2 à 3 fois, je crois, face à MVS, que je vais appeler MVS pour pas écorcher son nom, Marquez Valdez-Scantling, comme tu l'as dit. Il lance 3 fois, défendu par Denzel Ward dans la end zone, ce qui reste un très bon cornerback, et d'ailleurs qui a dit que c'était une brillante idée, hein, de la part d'Arthur Smith de tenter de jouer sur lui avec MVS sur un potentiel touchdown de la gagne parce qu'on a vu le résultat. Et c'est là où je trouve quand même que DK Metcalf a manqué. Alors je suis d'accord avec toi, il aurait fallu changer de fusil d'épaule, ne pas rester sur ça. Mais c'est vrai qu'avec DK Metcalf, on peut peut-être imaginer que avec 3 lancers de la sorte, avec un Rodgers qui a quand même l'habitude de faire ça depuis des années, voire des dizaines d'années, il aurait pu en sortir une et égaliser éventuellement. Là, ils ont pas changé, mais je trouve que DK Metcalf a manqué, et on le rappelle, il manque parce qu'il est suspendu après son coup de poing la semaine dernière, suspendu le receveur. Donc c'est vrai que c'est malheureux pour les Steelers. Est-ce que pour toi ça t'inquiète au vu de ce qui va arriver déjà la semaine prochaine? On va en parler. Il y a un match à la vie et à la mort contre les Ravens pour gagner l'AFC Nord. Ou est-ce que c'est plutôt un match sans? Tu l'as dit, tout le monde est passé à travers en même temps. Presque vaut mieux que tout le monde passe à travers en même temps et on passe à autre chose. C'était face à un adversaire de division, un rival de division. On sait que c'est jamais évident, notamment dans cet AFC Nord. Comment tu juges ce match-là à l'abord de cette semaine 18? Bah écoute, il y a une personne qui est contente, c'est Roger Goodell, parce que clairement, il n'avait pas envie que le prime time game, ça soit Panthers Buccaneers pour les audiences. Pas que ça soit pas des bonnes équipes, mais c'est juste pas les mêmes marchés. Là, il va avoir Steelers Ravens, donc il est content. Je suis un peu inquiet. Après, je suis tout autant inquiet par les Ravens enfin, parce que Lamar Jackson n'est pas clairement au niveau. C'est même à se demander s'il va jouer cette finale. Les Steelers, je sais pas sur quel pied danser. Il y a ce côté, Tomlin trouvera toujours un moyen de s'en sortir et de se qualifier en playoff pour sortir au premier tour, comme il fait depuis 10 ans. Mais clairement, si c'est la même performance que là, quand on voit ce que les Ravens ont fait aux Packers, ça va être compliqué. Il va falloir bien défendre Derrick Henry et marquer des points en attaque. Donc, l'avantage, c'est qu'ils ont Aaron Rodgers. Il va pas gamberger pour un mauvais match. Ça fait 20 ans qu'il est là, multiple MVP, vainqueur du Super Bowl. Enfin, voilà, ce match, il va l'effacer de sa mémoire dès ce matin. Ce match n'existe plus et il va se concentrer sur le prochain. Mais clairement,
s'ils finissent par perdre la division parce qu'ils ont perdu contre les Browns, on va parler d'accident industriel. Donc ils vont avoir quand même une grosse, grosse pression. Oui, c'est vrai qu'il va falloir en tout cas rester sur la belle dynamique de ces 3 dernières semaines et considérer que ce match-là est un match sans. Et tu l'as dit, le match entre les Steelers et les Ravens a d'ores et déjà été annoncé pour le Sunday Night Football, le match du prime time du dimanche, celui qui a le plus d'enjeux. C'est généralement, allez, on va dire la NFC Nord. Souvent, c'est la NFC Nord. Je crois que l'année dernière, ça l'était déjà. Je me demande si c'était pas le Vikings Lions. Là, on reste au Nord, mais on est en AFC. C'est une finale, tu l'as dit. Le vainqueur remporte la division, le perdant n'est pas qualifié. Donc ça va être très intéressant. Côté Browns, il y a cette victoire qui ne sert pas forcément à grand-chose, qui presque dessert on va dire, dans la draft, mais il y a une victoire, c'est toujours bien de gagner. Il y a encore une défense qui montre qu'elle peut gagner des matchs. Face à presque n'importe qui, en tout cas qui est solide face à n'importe qui. Il y a simplement allez, Miles Garrett qui ne prend pas son sac, qui ne bat pas le record sur 16 matchs, sur 17 semaines. Il a encore l'occasion de le faire la semaine prochaine, mais on sait aussi ce qu'on regardait dans ce match-là, forcément, Miles Garrett, s'il allait battre le record. Ouais, alors moi j'ai une obsession malsaine avec ce record. Donc en fait, j'avais couvert pour TDA les 2 derniers matchs. Bon là, évidemment, j'ai pas couvert celui-là vu que j'étais à M6. Mais je trouve qu'il est liquéfié par l'enjeu depuis 3 semaines. Alors oui, il est double team, mais il a été double team toute la saison, hein, de toute façon, donc c'est pas ça qui change. J'ai vu le match face aux Titans, etc. J'ai vu le demi-sac très généreux face aux Bees la semaine dernière. Euh, il a l'air un peu liquéfié par l'enjeu, et c'est vrai que je trouve ça triste, parce que du coup, même s'il bat le record la semaine prochaine, les gens vont dire oui, mais il a eu un match de plus. Et oui, et bah parce que c'est comme ça que ça marche, la NFL. Donc c'est dommage, c'est dommage. Après, bon, c'est terrible parce qu'en fait, les Browns, ils gagnent un match. Ok. Shader Sanders, bon, lance 2 interceptions, il est encore très moyen. Et finalement, les supporters étaient presque déçus. Je lisais un peu les blogs des Browns et ils étaient en mode, bon, on a gagné, donc en plus, ça nous fait perdre des places à la draft et Miles Garrett a pas son record, donc c'est une mauvaise soirée. Donc on en est là. C'est-à-dire que gagner est une mauvaise nouvelle. Écoute, c'est vrai que c'est vraiment particulier. Et d'ailleurs, quand on regarde ce match-là, je suis en train de revoir, d'essayer de trouver qui a ce sac, parce qu'il y a un sac sur Aaron Rodgers à un moment. Et quand on regarde ce match-là, c'est à Cleveland, hein. Et on entend les supporters donc faire du bruit avant que le snap démarre, ça c'est plutôt classique. On entend les supporters qui continuent de faire du bruit, qui continuent de faire du bruit, puis d'un coup on sent les défenseurs qui s'approchent d'Aaron Rodgers, qui gardent le ballon, et puis Aaron Rodgers se fait saquer, et puis là on entend une clameur, et c'est dans la poche, donc il n'y a pas beaucoup, et moi le premier, je ne savais pas qui avait fait ce sac-là, et puis on entend le public faire énormément de bruit, et puis d'un coup tout le monde se relève, et puis là on se rend compte que c'était Alex Wright, je crois, et Oui, on se rend Alex compte que Wright, c'est ouais. que c'est pas Miles Garrett. Et là, il y a presque presque de la déception, alors que cette équipe-là vient de faire un sac qui est plutôt important. Je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'il est, mais il est en deuxième période. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ça devient une obsession pour tout le monde. Les supporters, c'est normal, parce que tout le monde veut voir Miles Garrett. C'est un super joueur. C'est un joueur qui va certainement être défenseur de l'année, très probablement. C'est un joueur Oui. qu'on a presque envie de voir battre le record. Mais c'est vrai que ça devient une obsession pour tout le monde et peut-être un peu trop, tu l'as dit. Alors après, face à Aaron Rodgers, c'est quand même pas le plus facile à saquer. On sait qu'il lance le ballon très rapidement. Il est arrivé à un âge où il aime pas trop être touché, Aaron Rodgers. Donc il préfère peut-être se débarrasser du ballon avant d'être saqué. Donc Et puis juste pour terminer sur une anecdote personnelle, j'étais hier sur un autre stade avec une balle ovale aussi, mais qui font que des passes en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais avec un supporter des Browns qui regardait les statistiques. Et puis je lui dis, oh, ben, ça commence bien pour vous. On suivait le match un petit peu en direct, ça commence bien pour vous. La première chose qu'il regardait, il me dit, ah mais non, mais il a toujours pas saqué, il a toujours pas fait le sac du record. Et c'était vraiment la seule obsession, et ça rejoint exactement ce que tu dis. À voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera face aux Bengals, je crois, sur Joe Burrow, il me semble. Donc à voir, mais c'est vrai que c'est assez symptomatique de ce match-là. On oublie presque qu'ils ont gagné. On a parlé de la défaite, on a parlé de l'absence du record. Mais les Browns ont gagné. Ils sont à 4 victoires, 12 défaites. Il faudra réfléchir là, à partir de la semaine prochaine, à savoir qu'est-ce qu'on fait du coach, qu'est-ce qu'on fait du quarterback. Il y aura pas mal Mm. de choses aussi à faire. Mais on verra tout cela dans quelques jours. Tu voulais ajouter quelque chose pour terminer, oui? Ouais, je voulais faire juste une petite conclusion. Ce match, parce que les Browns, ils avaient rien à gagner. C'est la preuve que tanking n'existe pas en NFL au niveau des joueurs. Au niveau des proprios, c'est un autre problème parce qu'on a vu le cirque de Raiders Giants où les proprios commencent à mettre sur une jury report tous leurs meilleurs joueurs. Ça, c'est une chose.
Mais je voulais juste rappeler que, contrairement à la NBA où les contrats sont garantis, 85 voire 90% des joueurs en NFL, leur contrat n'est pas garanti. 80% des joueurs en NFL, ils ont aucune certitude de jouer un seul snap l'année prochaine. Donc pour ces joueurs-là, chaque snap est une opportunité de se montrer, en fait. Et donc même les équipes éliminées, vous allez forcément voir des équipes qui jouent jusqu'au bout. Alors, quand il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent. Bonjour les Raiders. Mais malgré tout, les joueurs joueront jusqu'au bout parce qu'il faut toujours se rappeler que voilà, la NFL, les contrats ne sont pas garanties, les joueurs jouent leur avenir. Donc les Bears, par exemple, la semaine prochaine, qui jouent les Lions, où les gens vont dire non, mais les Lions, ils sont déjà éliminés. Les Lions, les joueurs des Lions, notamment en défense, où il y a beaucoup de blessés, et donc c'est des remplaçants, voire des remplaçants de remplaçants qui jouent, ces joueurs-là, pour eux, c'est un match fondamental pour leur avenir. Donc faut toujours garder en tête en NFL que oh bah ce match-là il est gagné d'avance. Non, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et deux petites choses pour abonder dans ton sens. La semaine prochaine, ce ne sont quasiment que des matchs de division. Je crois que ce ne sont que des matchs de division. Oui, Et on apprécie toujours en NFL battre un rival de division, surtout si c'est pour lui enlever une qualification en playoff, un seeding, une tête de série. Même si on n'a plus rien à jouer, c'est toujours agréable d'aller planter un couteau dans le dos d'un adversaire de division. C'est de bonne guerre. Donc je suis d'accord avec toi, notamment pour les Lions, l'exemple que tu donnais. Et puis aussi, tu parlais des joueurs, mais il y a aussi pas beaucoup de coachs qui sont assurés d'avoir une place l'année prochaine, quoi qu'il arrive en NFL. bien sûr. Et donc les coachs vont aussi coacher pour gagner parce que c'est vrai que perdre, ça donne plus de choix de draft, en tout cas des choix de draft plus hauts l'année prochaine. C'est bien d'avoir des hauts choix de draft, mais si on ne peut pas en profiter parce que c'est un autre coach qui prend ses choix ou un autre général manager, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je suis assez d'accord avec toi en termes sur le terrain et sur le banc de touche en tout cas. Le tanking n'existe pas. Un peu plus haut, c'est autre chose et c'est peut-être ça qui est embêtant. On verra, on suivra ça en tout cas la semaine prochaine. Il y aura donc ce Browns face aux Bengals et puis il y aura les Steelers face aux Ravens. C'est le gros match de cette semaine 18. On le débriefera, en tout cas, on fera cette preview-là mercredi. Je crois que ce sera je serai avec Raoul. Je crois que je prends ta place, Victor, ce mercredi. Mais Exactement. avant cela, on est ensemble demain aussi pour parler de tout le reste des autres matchs de ce dimanche et voire même de ce lundi soir parce que vous l'avez compris. On n'a pas encore le résultat du match des Rams quand on fait ce podcast-là. On en parlera demain. On parlera aussi des Seahawks, des Patriots, de tous les autres matchs, même des équipes qui sont éliminées. On débriefera tout ça, 8 matchs. On sera là, comme d'habitude, pour cette semaine 17. Et vous avez encore une fois, nouvel an ou pas, tous vos podcasts cette semaine. Profitez bien. Merci Victor d'avoir été avec moi. À demain. Merci Lucas, à demain, merci à toutes et merci à tous. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao. Time is